Bonsoir Los Angeles, le dernier dossier numéro 6. C'est un dossier d'enfant, de psychiatrie de l'enfant. Vous recevez en consultation Lucas, 9 ans, amené par ses parents pour des troubles du sommeil. La rentrée au collège a lieu dans une semaine et Lucas, très bon élève, est en avance, mais très inquiet de ce qui peut arriver. Sa mère vous rapporte qu'il reste longtemps réveillé au début de la nuit. Lucas fait de nombreux cauchemars. Des pensées les rappelant peuvent l'envahir en début de nuit. Ses antécédents sont marqués par des épisodes de réveil en hurlant sans que rien ne puisse le calmer, avec une amnésie totale de l'épisode au réveil autour de l'âge de 5 ans. On retrouve également des douleurs abdominales sans cause somatique durant ses premières années de scolarité, une perte transitoire d'appétit lors d'un changement d'école il y a 4 ans et lors de la naissance de son frère il y a 2 ans. L'entretien retrouve également une absence totale de réaction de Lucas lors du décès d'un oncle paternel il y a 3 mois. Il lui était très attaché, mais ce décès est passé sous silence dans l'ensemble de la famille en raison des mœurs de cet homme non toléré dans cette famille. Lucas semble refuser toute aide et est très triste. L'examen clinique somatique est sans particularité. Question numéro 1. Quels sont les symptômes présentés dans les antécédents de cette observation? Vous reprenez l'observation et tout simplement, vous retrouvez ces terreurs nocturnes, des phénomènes de somatisation sans cause organique, une anorexie qui est transitoire et un phénomène d'anxiété. Terreur nocturne, c'est un mot-clé important. Somatisation également, ça pourrait faire partie chez l'adulte de troubles somatisation ou troubles somatophores. Question numéro 2. Décrivez les symptômes actuels. C'est l'équivalent de faites l'analyse sémiologique de l'état actuel du patient. Eh bien, on retrouve un facteur déclenchant avec le décès de l'oncle. Ce petit garçon est anxieux, une aggravation de l'anxiété par la perspective de l'entrée au collège. Il y a des troubles du sommeil qui sont présents, avec des difficultés d'endormissement, une insomnie de début de nuit et les cauchemars. On retrouve des pensées tristes et un émoussement affectif très probable. Question numéro 3. Quel diagnostic proposez-vous? Eh bien, c'est une dépression de l'enfant, une dépression secondaire de l'enfant. On pourrait mettre épisode dépressif majeur accepté, c'est qu'accepté, mais il faut éviter les termes réactionnels et psychogènes qui sont complètement has-been. On parle de dépression secondaire. Question numéro 4. Quel bilan complémentaire prescrivez-vous? Là, ici, le tableau clinique est typique, mais il faut se méfier. Et il faut éliminer l'étiologie organique en faisant un bilan minimum, un bilan biologique usuel, ou l'habituel, hémogramme, ionogramme sanguin, fonction rénale plasmatique, bilan hépatique, transaminase gamma-GT, une glycémie, mais surtout il faut faire une TSH devant des troubles affectifs et une IRM cérébrale pour éliminer les anomalies neurologiques. Et que sur le plan psychopathologique, on fait des tests psychométriques pour évaluer la dépression, l'anxiété et le retentissement de ces troubles psychopathologiques chez l'enfant. Question numéro 5. Quel est votre traitement? Eh bien, la méthodologie est toujours identique. D'abord, on dit où on traite le patient. C'est ambulatoire, pas d'antidépresseur, et le travail de psychothérapie, le soutien, avec travail de deuil, verbalisation de l'anxiété, la psychothérapie comportementale, avec des techniques adaptées à l'âge de l'enfant, bien évidemment, des dessins, des jeux, des entretiens. La thérapie familiale, c'est capital, avec comme matrice, il faut l'amélioration de la place de l'enfant dans la famille. Question numéro 6. Le frère a été diagnostiqué trouble hyperactif avec déficit de l'attention. Quels sont les risques évolutifs possibles de la maladie? Eh bien, ça peut persister à l'âge adulte avec des séquelles attentionnelles. Ça peut disparaître à la puberté. Il peut y avoir une rémission partielle entre 12 et 20 ans. Ce qu'on retrouve, c'est une vulnérabilité aux troubles de la personnalité antisociale et aux troubles de l'humeur plutôt dépressifs. Et le trouble hyperactif peut évoluer vers un trouble des conduites avec troubles oppositionnels et provocation et peut évoluer vers des conduites addictives. Comme je le dis ici, donc risque de développer un trouble des conduites, risque de développer un trouble lié à l'abus de substances et
Le pronostic dépend de l'importance des troubles des conduites et du fonctionnement familial. Ce n'est pas coté, mais il faut l'avoir en tête. Enfin, quel est le traitement de ce trouble hyperactif avec déficit de l'attention? On ne vous demande pas d'être des spécialistes, on vous demande d'être méthodologique. 1. Ambulatoire. 2. On repère précocement l'usage nocif de substances. L'hospitalisation est faite si le suivi ambulatoire est complexe. Traitement pharmacologique qui est en fonction du contexte. Donc antidépresseurs, bien évidemment, après avis spécialisé, quand coexistent des troubles dépressifs, mais c'est le spécialiste qui va le prescrire. Traitement anxiolytique si nécessaire. Éviter les benzodiazépines, bien évidemment, chez les enfants. Les psychostimulants pour le trouble hyperactif avec déficit de l'attention après l'âge de 6 ans. Psychothérapie individuelle de l'enfant, l'approche comportementale, les thérapies familiales. Donc vous avez un triaxe de psychothérapie. On traite les comorbidités et conseils parentaux ou guidance parentale, on donne des conseils aux parents. Je reviens sur le traitement pharmacologique. Les antidépresseurs ne sont prescrits qu'en cas de dépression caractérisée, après avis spécialisé. Chez l'enfant et l'ado, c'est d'abord la psychothérapie. Donc les recommandations, les troubles dépressifs chez l'enfant, il faut reconnaître, soigner, prévenir et le devenir. C'est une conférence faite par l'ANAS en 1995, qui est devenue l'HAS après. Et je vous ai mis en aparté les recommandations de l'AFSAPS 2005 sur le traitement du trouble dépressif de l'enfant et de l'adolescent. C'est d'abord la psychothérapie, pas d'antidépresseurs, avant l'âge de 18 ans. Cette prescription est déconseillée dans ce type de population en raison de l'augmentation du risque suicidaire. Et si il y a décision de prescription d'antidépresseurs, elle se fera par un spécialiste en pédopsychiatrie. On a abordé l'item 39 sur les troubles du comportement de l'enfant, les troubles de l'humeur, l'item 285, la prescription et surveillance des psychotropes, l'item 177 est abordé partiellement, et l'item 48 sur les différents types de techniques psychothérapeutiques. Je vous remercie. Bon courage pour vos révisions. Ça va être long cette année, mais endurance, révision, faites des sous-cols, faites des confs, allez en conf à la fac, allez en stage, en tout cas profitez des stages pour apprendre les principaux éléments qui vont vous servir pour le CN et la vraie vie. Et l'ensemble de ma conférence a été fait sur le livre que j'ai coordonné et dont j'ai écrit les questions de psychiatrie, qui est le Book des ECN, aux éditions La Revue du Praticien, qui est maintenant, La Revue du Praticien, une référence universitaire pour la préparation des ECN et la formation médicale continue. Je vous remercie, à bientôt.